Elle a découvert que son mari, le père de ses enfants, était mort depuis 20 ans. Les histoires des pieds-pots. Au petit matin à Accra, une jeune femme du nom de Laura préparait son petit stand de fortune. Ghanéenne, originaire de Koumassi, elle menait une vie simple, presque belle. Elle faisait frire des beignets croustillants qui crépitaient dans l'huile et servait une bouillie sucrée parfumée à la vanille. Les passants, encore rares, appréciaient ce réconfort avant le lever du soleil. Ce jour-là, il était 5 heures, et le ciel demeurait noir d'encre, seulement troué par la lueur orangée des lampadaires. Le charbon rougeoyait dans le fourneau, dégageant une odeur âcre, tandis que la farine chaude et l'huile frémissante emplissaient l'air. Les rues, presque vides, semblaient retenir leur souffle dans l'attente du jour. C'est alors qu'elle le vit pour la première fois. Un homme grand, mince, presque élancé, s'avançait dans la nuit. Sa peau claire captait la moindre lumière, et ses vêtements, toujours impeccables, donnaient l'impression qu'il sortait d'un rendez-vous d'affaires. Pas une trace de poussière n'osait ternir ses chaussures en cuir. Il marchait avec une grâce étrange, effleurant le sol sans jamais paraître le toucher vraiment. Lorsqu'il s'arrêta devant son étal, tout autour s'effaça. Il lui offrit un sourire, pas un sourire poli et rapide, mais un sourire vrai, large, lumineux, qui donnait l'impression d'être unique au monde. Ses yeux, eux, transperçaient. Il semblait lire les secrets enfouis, les rêves et les mensonges, jusqu'au plus profond de l'âme. Cet homme se nommait Jérémie. Les premiers jours, il ne disait presque rien. Il achetait un beignet, une tasse de bouillie, payait sans un mot, puis s'éloignait. Mais il revenait chaque matin, restait un peu plus longtemps, et peu à peu, ses questions simples. La nuit a été froide, comment s'est passée la journée, se transformèrent en confidences. Sa voix douce et chaude donnait envie de répondre, de partager des fragments de soi. Sans qu'elle ne s'en rende compte, il s'installa dans sa vie. Sa présence prit place dans la rue, dans ses pensées, dans son quotidien fragile. Bientôt, la vie de Laura changea. Elle quitta la petite chambre en bois partagée avec sa sœur pour une maison solide, peinte en jaune pâle, avec un jardin où les enfants pourraient courir. Les murs reflétaient la lumière du couchant, le toit en tôle chantait sous la pluie tropicale, et le vent faisait grincer doucement la porte du couloir, comme un souffle familier. Jérémie avait transformé son existence en un conte. Mariage coutumier aux couleurs éclatantes, puis mariage civil à la mairie. Des promesses d'avenir, de prospérité, de voyage, et un premier enfant, Simon, suivi de Anaïs, puis des jumeaux, Paul et Pauline. 4 enfants, 4 soleils dans la vie de Laura. Jérémie était un mari parfait. Attentif, presque devin, il anticipait ses besoins avant même qu'elle ne les formule. Il rapportait des fruits mûrs, de petits jouets sculptés, des foulards colorés. Les enfants le respectaient d'un regard, tant son autorité était naturelle et douce. Mais parfois, l'illusion se fissurait. Il disparaissait sans prévenir, revenait imprégné de cette odeur étrange, mélange de terre humide, de forêt après la pluie et de fleurs fanées. Lorsqu'elle l'interrogeait, il souriait, mais son regard se voilait. Jamais il ne parlait de sa famille. Au début, Laura n'y prêtait pas attention. Mais avec le temps, ce silence pesa comme une ombre. Jusqu'au jour où, un dimanche pluvieux, alors que les enfants jouaient dans le salon, Simon demanda d'une voix sérieuse, « Maman, et les grands-parents du côté de papa, pourquoi on ne les voit jamais ?» À cet instant, Jérémie s'immobilisa. Son sourire figé, ses yeux soudain glacés, trahirent une vérité invisible. Laura vit dans ce regard un éclat d'ombre, un signe qu'elle n'oublia jamais. Ce fut la première pierre d'un chemin qui allait la mener au cœur d'un cauchemar. Quelques jours plus tard, Jérémie lui demanda soudainement, « Prépare les enfants, mets-leur de beaux habits. Aujourd'hui, nous allons voir mes parents. » Le cœur de Laura bondit de joie, mais au fond d'elle, un frisson d'inquiétude s'éleva. Elle ne savait pas encore que ce voyage allait faire basculer sa vie à jamais. Laura se réjouissait de percer enfin ce mystère. Elle prépara les enfants avec soin, et ils prirent la route dans leur vieille voiture. Au début, tout semblait normal. Des enfants jouant au ballon sur le bas-côté, des vendeurs criant leur prix, la vie grouillante du Ghana. Mais peu à peu, le décor se vida. Les maisons disparurent, remplacées par des champs secs et des collines jaunies. Une brume lourde s'accrocha aux arbres squelettiques, comme une main sur la gorge du paysage. Le ciel devint bas, gris, et le silence pesant dans l'habitacle dévora l'excitation. Jérémie, habituellement si doux, tenait le volant d'une poigne blanche, les yeux rivés sur le ruban de bitume. Ses réponses aux questions de Laura n'étaient que de brefs hochements de tête. Les enfants, d'abord surexcités par l'aventure, se turent, intimidés par ce paysage funèbre et le mutisme de leur père. 8 heures d'un voyage étouffant s'écoulèrent, et ils arrivèrent devant une maison isolée. Autrefois bleue, elle n'était plus qu'un squelette de bois gris, rongé par le temps et l'abandon. Les volets pendaient comme des paupières closes sur l'oubli,
et une chaise cassée gisait dans une cour envahie d'herbes folles. Jérémie coupa le moteur, le silence de la campagne morte s'abattit sur eux. Il fixa Laura, ses yeux dénués d'émotion. Elle a découvert que son mari, le père de ses enfants, était mort depuis 20 ans. Partie 2. Les histoires, des pieds-pots. Entre avec les enfants, présente-toi. Je reviens. Il s'éloigna sans un regard en arrière. Laura se retrouva seule dans ce décor d'abandon. Simon serra sa main moite. Les jumeaux, Paul et Pauline, coururent un peu, mais leur rire s'éteignit vite. Anaïs, inquiète, resta collée à sa mère. La cour sentait le métal froid, comme du sang séché. Lorsqu'ils poussèrent la porte branlante, un froid humide et pénétrant les enveloppa. Dans le salon, une dizaine de personnes, figées, les fixaient en silence, avec le même air d'attente solennelle que l'on trouve lors d'un enterrement. Laura s'avança, le cœur battant, elle osa se présenter. « Je suis Laura, la femme de Jérémie, et voici ses enfants. » Le nom déclencha l'impensable. Une vieille femme éclata en sanglots déchirants, bientôt rejointe par d'autres. Les hommes, honteux et accablés, baissèrent les yeux. Personne ne parla à Laura. L'air était si lourd de non-dits qu'elle sentait qu'elle allait suffoquer. Alors, un homme voûté, le visage creusé par la tristesse, se leva. Ses yeux rougis l'étudièrent avec une douleur glaciale. « Je suis Gabriel, son petit frère. Viens, il faut que tu vois quelque chose. » Sans un mot de plus, il la guida vers l'arrière, sur un sentier étroit. Il l'emmenait vers un lieu qui n'aurait jamais dû s'ouvrir à elle. Vers la tombe, le cimetière paraissait englouti par le temps. Croix pourrie, pierres fendues, mousse gluante. Au centre, un grand arbre noir se dressait, gardien lugubre d'un silence trop lourd. Ils avançaient lentement, comme entraînés malgré eux, jusqu'à ce que Gabriel s'arrête net. Devant eux, une tombe. Contrairement aux autres, elle était entretenue, impeccable. Une stèle de granit gris, un bouquet d'œillets blancs encore frais. Le cœur de Laura tambourinait si fort que ses oreilles bourdonnaient. Elle s'avança, attirée malgré l'horreur. Et là, elle le vit. Sur la pierre, dans un cadre protégé, son visage. Le même sourire en coin, le même regard profond. Son Jérémie, celui qui partageait son lit, qui lui avait donné des enfants. Sous la photo, des lettres gravées crièrent l'impossible. Jérémie N. Mouy, 1975, 2003, 20 ans. Il était mort depuis 20 ans. Le vertige l'écrasa. Ses doigts glacés caressèrent les lettres froides et indélébiles. Tout vacilla, ses jambes cédèrent presque. Une question atroce explosa dans sa tête. Qui est l'homme avec qui je vis? Le père de mes enfants. Et soudain, elle le sentit derrière elle. Une présence glaciale, dense, qui écrasait l'air et la lumière. Elle se retourna. Il était là. Jérémie. Ou ce qui en avait l'apparence. Immobile, le visage lisse comme de la cire. Les yeux noirs, insondables, deux gouffres capables d'aspirer la lumière. Gabriel, lui, restait courbé, fixant la tombe, inconscient de la chose debout à ses côtés. Sa voix résonna, non dans l'air mais directement dans son crâne. Plate, spectrale, inhumaine. Voici ma vraie maison, Laura. Là où je suis depuis 20 ans. Un froid intérieur la traversa, glaçant ses os. Ses pieds semblaient scellés au sol. L'odeur familière mais corrompue emplissait ses narines. Terre humide, fleurs fanées, bois pourri. L'odeur de la tombe. Puis, sa voix encore. Ils sont beaux, nos enfants. Ils ont mon sang. Ils sont à moi pour toujours. Ces mots la lacérèrent. Ses enfants, liés à un mort. Un vent mauvais se leva. Le portail du cimetière grinça. L'être esquissa un sourire figé, le plus terrifiant qu'elle ait jamais vu. Rentre à la maison, Laura. Prends soin de mes enfants. Je ne suis jamais loin. Son image vacilla, se fit translucide, puis disparut, happée par le vent qui s'abattit brusquement. Restait l'odeur, lourde, poisseuse. Laura savait désormais. Sa vie, sa maison, ses enfants portaient l'ombre d'un mort, et ils veilleraient toujours. Le retour du cimetière fut un supplice. Chaque pas s'allongeait comme une pénitence, les herbes semblant vouloir la retenir. Gabriel marchait devant, muet, les épaules basses, portant le poids d'une vérité trop ancienne. Il avait toujours su, et l'avait laissé vivre dans l'illusion. À la maison, les regards posés sur Laura n'étaient plus seulement tristes. Ils étaient pleins de pitié et de crainte, comme si elle était déjà condamnée. Ses enfants, serrés les uns contre les autres, avaient des visages pâles. Anaïs pleurait en silence. Simon la fixait avec des yeux emplis de questions. « Maman, où est papa ?» La question simple, innocente, la transperça. Comment leur dire que leur père venait de lui parler au pied de sa tombe? Elle les prit dans ses bras, cherchant désespérément leur odeur d'enfance. Mais sous leur parfum familier flottait déjà un relent de terre humide. Était-ce son imagination?
ou l'empreinte indélébile de lui? Le trajet de retour vers Accra fut d'une pesanteur insoutenable. La voiture empestait la peur et le renfermait. Laura craignait à chaque virage de le voir surgir sur le siège passager. Arrivé à la maison, chaque objet devint un mausolée. Le foulard oublié, le jouet sculpté par ses mains. Chaque fragment de leur vie vibrait de son ombre. Puis, les enfants commencèrent à changer. Anaïs riait seule, affirmant que son père lui racontait des histoires, assis dans un coin vide où l'air était glacé. Simon, plus sombre, parlait d'une voix qui n'était plus la sienne. Papa dit qu'on est sa famille pour toujours. L'odeur de fleurs fanées envahissait désormais la maison, collée au rideau, incrustée jusque dans son oreiller. Laura ne dormait plus. Des pas étouffés dans le salon, le grincement de la porte, un poids au bord de son lit, un souffle froid sur sa nuque. La terreur la rongeait, elle maigrissait. Il fallait agir. Alors, un nom s'imposa, souvenir de sa grand-mère. Papa Kako, l'ancien qui voyait ce que les autres ne voyaient pas. C'était sa dernière chance, notre seul espoir. Les yeux de Papa Kako la transpercèrent. Il voyait sa peur, sa détresse, et l'ombre qui les suivait. Son regard sur les enfants se voila d'une tristesse infinie. Entre, ma fille. La case était sombre, saturée de fumée. Des racines séchées pendaient au plafond, des statuettes sévères veillaient dans les coins, et les bougies rouges formaient des stalactites figées. Laura s'effondra devant lui, et tout jaillit. Jérémie au stand, son charme, les enfants, les absences, l'odeur de terre, la tombe, la voix glaciale, les murmures des petits. Papa Kako écouta sans un mot. Quand elle se tut, il inspira profondément. Elle a découvert que son mari, le père de ses enfants, était mort depuis 20 ans. Partie 3. Les histoires des Piépots. Ce qui vit avec toi n'est pas un homme, ni même un esprit errant. C'est une âme liée par le sang et la promesse. Tes enfants portent sa marque. Ce lien le nourrit. Il se nourrit de leur vie. Un vertige la frappa. Elle supplia qu'il les sauve. Mais Kako secoua la tête. Il ne partira pas seul. Tu dois fermer la porte. Mais il faut qu'il vienne de son plein gré. S'il refuse, il peut vous emporter avec lui. Surtout eux. Le rituel devait avoir lieu à minuit, au carrefour des 3 chemins, là où les mondes se touchent. Son sang devait être invoqué pour l'appeler et le repousser. Laura accepta, malgré l'horreur de risquer ses enfants. La journée qui précéda fut interminable. Papa Kako prépara la maison. Herbes séchées, bougies rouges, symboles tracés à la craie, incantations murmurées. L'air devint électrique, oppressant. Les enfants, étrangement sages, semblaient écouter une musique invisible. Papa a dit qu'il viendrait ce soir. À la nuit tombée, Kako revint avec un sac de jute. Ils partirent dans le silence absolu d'un Accra endormi. Le carrefour les attendait, glacé malgré la chaleur ambiante. Kako traça un cercle de poudre blanche, plaça des bougies rouges et une calebasse d'eau bénite. Du sac, il sortit un pagne bleu et blanc, celui que Jérémie portait le jour de leur rencontre. Puis, un coq noir aux plumes brillantes, il faut l'appeler. Et sa voix ancienne fit vibrer l'air. Le froid tomba soudain, absolu, mordant leur peau, gelant leurs souffles en nuages blancs. Les enfants se serrèrent contre Laura, tremblants. Alors, il arriva. Non pas en marchant, mais en se matérialisant, comme si l'ombre elle-même prenait corps. Jérémie, vêtu de ses habits impeccables, fait de brume et de nuit. Sa peau était grise, cadavérique, et de lui montait cette odeur insoutenable de terre humide et de fleurs fanées. Sa voix résonna directement dans le crâne de Laura, tentant de rallumer l'amour d'autrefois. Laura, pourquoi me fais-tu ça? Nous sommes une famille. Ils sont à moi. Mais Papa Kako, impassible, trempa le pagne dans l'eau bénite et aspergea la silhouette. Chaque goutte faisait grésiller l'ombre, qui reculait, enragée. Ses yeux noirs se fixèrent sur le vieil homme, avec une haine glaciale. Le moment vint, Kako lança un regard à Laura. C'était à elle. Elle serra ses enfants et cria. « Tu n'es pas mon mari. Tu n'es pas leur père. Tu es un mort, je te chasse par ton sang. Pars !» La silhouette hurla, monstrueuse, se tordant dans le froid devenu insupportable. Kako leva le coq noir, trancha net, et le sang jaillit sur le pagne. L'ombre explosa de rage, un hurlement inhumain déchira la nuit. Les bougies s'éteignirent, le monde bascula dans l'obscurité. 2 mains glaciales s'abattirent sur les épaules de Laura. « Si je pars, ils viennent avec moi. » Le bâton de Kako frappa le sol. Les flammes rejaillirent, bleutées, enchaînant l'ombre qui fut arrachée par un vent violent, déchirée en lambeaux, aspirée dans le néant. Puis, le silence. La chaleur moite de la nuit retrouvée. Il était parti. Essoufflé, Kako murmura les mots qu'elle redoutait. Le lien est rompu.
Mais ses enfants porteront toujours sa marque. Laura les serra, glacés mais vivants. Pourtant, ces dernières paroles résonnaient en elle. Les semaines suivantes, Laura lutta contre la marque. Au jardin, elle surprit ses enfants assis en cercle, mains posées sur la terre, immobiles. Quand elle leur demanda ce qu'ils faisaient, ils tournèrent la tête d'un même mouvement, parfaitement synchronisé. On écoute, maman. Les racines chantent des choses anciennes. La marque était là. Les nuits devinrent pires. Laura rêvait ses enfants marchant vers le carrefour. Au réveil, leurs draps portaient parfois des traces de terre. L'angoisse la rongeait. Elle les avait sauvés de leur père. Mais pour les livrer à quoi? Des ombres furtives apparaissaient. L'odeur de terre revenait près d'eux. Le jour des 12 ans de Simon, la nuit, elle les vit debout. Tous les quatre, en cercle autour de son ballon neuf, comme devant un autel. Leurs pupilles dilatées absorbaient la lumière de la lune. Une brume froide s'élevait de leurs pieds. Ils n'avaient pas besoin de lui. Ils étaient déjà son héritage. Anaïs dessinait des plantes funéraires et des symboles avec une précision troublante. Les jumeaux parlaient entre eux dans une langue gutturale. Simon avait l'allure d'un adulte. Je lui ai dit où trouver de l'eau, confia-t-il, en parlant à un chien famélique. Ils attiraient les choses. Insectes métalliques, oiseaux nocturnes. Laura lutta. Église, histoire joyeuse. Mais rien n'y faisait. L'essence de Jérémie s'était concentrée en eux. Ils étaient ses vases. Un soir, en retrouvant de vieilles photos, elle fondit en larmes devant ce mari qu'elle avait cru vivant. Anaïs entra. Ne pleure pas, maman. Papa est partout maintenant. En nous. Il nous protège. Elle sourit. Un sourire qui n'était pas le sien. Il aimait ce collier. Il veut que tu le portes. Il ne sera pas content. Laura recula, refusant l'objet lié à un mort. Ce jour-là, elle comprit. Il n'était plus seulement une ombre. Il vivait dans leurs gestes, dans leurs regards. Elle n'avait plus peur de le voir dans la nuit. Elle avait peur de le voir en eux. Les années passèrent, alourdies d'une vigilance constante. Ses enfants grandissaient beaux, intelligents, mais une froideur, une connaissance trop vieille perçait parfois. Un matin de dimanche, alors que la maison baignait dans la lumière dorée, une conviction s'imposa en elle. Elle ne pouvait plus les voir à travers Jérémie. Ils étaient ses enfants, son sang, sa chair, et l'amour devait être plus fort que la peur, plus fort que la mort. À l'église, sous les vitraux colorés, elle décida de remercier au lieu de supplier. Agenouillée avec eux, elle ne pria pas pour chasser l'ombre. Elle remercia Dieu pour leur vie, leur rire, même pour l'amour trompeur qui lui avait donné ces 4 trésors. Une paix profonde l'envahit, une chaleur douce qui dissolvait la peur. Quand elle ouvrit les yeux, ses larmes n'étaient plus de douleur mais de libération. Pour la première fois depuis des années, elle ne cherchait plus l'ombre en eux. Elle voyait seulement leur lumière. Simon sourit, sincère. Anaïs serra sa main. Les jumeaux se blottirent contre elle. Alors, elle comprit. La délivrance ne vient pas de la fuite ni des rituels, mais de l'amour qui choisit d'illuminer l'ombre. Nous ne choisissons pas les graines que le vent sème en nous, mais nous choisissons de les arroser de peur ou de lumière. Et Laura avait choisi la lumière. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'à la fin. N'hésitez pas à commenter, en indiquant depuis quel pays vous nous suivez. D'autres histoires très intéressantes sont disponibles sur la chaîne, alors n'hésitez surtout pas à y faire un tour. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.